Le verdict est donc tombé hier. Le soldat franco-israélien Elor Azaria a été reconnu coupable d'homicide par la justice militaire israélienne. Il comparaissait pour avoir tué d'une balle dans la tête un terroriste palestinien responsable d'une attaque au couteau le 24 mars dernier, alors qu'il était neutralisé dans le centre de Hebron. Ses avocats vont faire appel. Il encourt 20 années de prison. Sa peine devrait être connue d'ici un mois et beaucoup de responsables politiques demandent sa grâce. On en parle ce matin en compagnie de Frédéric Chilot, historienne spécialiste d'Israël et des relations internationales. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La guerre du Kippour n'aura pas lieu, paru aux éditions André Versailles. Frédéric Chilot, bonjour à vous. Bonjour. Frédéric Chilot, quel est le pouls de la société israélienne ce matin? Ce matin, la société israélienne est extrêmement divisée. Il n'y a qu'à voir les titres des principaux quotidiens. Il y a d'un côté Israël Hayom qui défend la politique du gouvernement et qui met en avant le fait que 70% des Israéliens réclament aujourd'hui la grâce du soldat Azaria. De l'autre, par exemple, Yediot Aharonot qui parle, lui, de la culpabilité du soldat et avec une couverture qu'on a rarement vue, c'est-à-dire qu'on voit le visage du soldat et la sentence qui couvre toute la une du journal. Et enfin, Maariv, qui lui parle d'une société divisée, et elle est profondément divisée, et c'est pourquoi des leaders politiques de tous bords appellent aujourd'hui aussi à la grâce. Par exemple, Yarimovic, qui est la leader de gauche, appelle à la grâce. Pourquoi? Eh bien parce que cette société est trop divisée pour ne pas diviser encore plus Israël. Alors, avant de revenir justement sur ce procès qui divise tant la société israélienne, Frédéric Chilot, on est d'accord, c'est bien dans Reuven Rivlin de se prononcer pour ou contre la grâce si elle est demandée par le soldat? Exactement. C'est lui le dernier recours. Le tribunal donc a émis sa décision à l'unanimité, hein. Le jugement est absolument clair et net et il ne souffre aucune ambiguïté. Le verdict d'ailleurs a été lu pendant près de 3 heures et il fait près de 100 pages qu'on peut consulter dès aujourd'hui sur Internet et il est extrêmement dur à l'encontre du soldat. Il est fait part justement du fait qu'il a causé la mort du terroriste. Alors cela, c'était déjà connu dans l'autopsie. Mais surtout, les juges ont considéré à l'unanimité que la version du soldat ne tenait pas, c'est-à-dire que le soldat disait toujours que le Palestinien, le terroriste, était dangereux et qu'il pouvait causer encore une menace, qui pouvait être muni d'un couteau ou bien d'une ceinture d'explosifs. Les juges ont rejeté absolument cette version et en disant que donc la légitime défense ne tenait absolument pas, qu'il s'agissait d'une action disproportionnée qui allait à l'encontre du code de Tsahal, et notamment de la pureté des armes, Toar un échec, et facteur aggravant, les juges ont considéré que le soldat et les phrases qu'il a prononcées après ce meurtre ont aggravé son cas puisqu'il a annoncé que le Palestinien méritait de mourir. Alors tout cela, ça pèsera dans la balance quand la question de la grâce d'Azaria viendra devant le bureau du président d'Israël. Alors justement, Frédéric Chilot, il y a la justice qui, de son côté, a fait son travail. Il y a beaucoup de responsables politiques qui réclament aujourd'hui la grâce du soldat, dont Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça veut dire que si Elor Azaria demande d'être gracié, on aura un président israélien sous forte pression? Il l'est déjà parce que le simple fait que le Premier ministre d'Israël décide, quelques heures à peine après le verdict, d'écrire sur Facebook qu'il réclamait la grâce du soldat, c'est quelque chose d'assez étonnant. Donc Rivlin est déjà sous pression. Les termes mêmes de ce communiqué de Netanyahou interpellent parce que Netanyahou a soutenu la grâce, donc comme beaucoup de politiciens, comme la leader de la gauche Yarimovic, je le Mhm. disais. Mais pourquoi l'a-t-il dit? Il a dit il a soutenu la grâce parce qu'il considère que le soldat et que les soldats de Tsahal en général sont d'abord et avant tout, a-t-il dit, nos fils et nos filles.
Et là, vous voyez, il introduit quelque chose d'empathique qui interpelle la société dans son ensemble, et c'est pourquoi d'ailleurs l'opinion appelle à la grâce du soldat pour ces mêmes raisons. Or, il y a quelque chose d'un peu dangereux dans tout cela, c'est que, en fait, Netanyahou contredit absolument le chef d'état-major général, Eisenkot, qui, la veille du verdict, a déclaré et a rappelé que les soldats de Tsahal, ce sont des soldats. Et il ne faut pas les infantiliser, ce ne sont pas les enfants d'où tout un chacun, ce sont d'abord des soldats qui répondent à un code. Et là, vous voyez, il y a donc un fossé, une division entre le responsable politique et les responsables militaires. Il y a le risque que l'opinion et que des hommes politiques, peut-être un peu populistes, qui surfent sur cette émotion populaire, veuillent changer finalement les codes de Tsahal à la place des militaires. Est-ce que cette fracture, selon vous, Frédéric Chilot, elle est grave entre le politique et le militaire? Je pense qu'elle est très grave et on a rarement vu une telle défiance de l'opinion publique à l'égard des militaires. Je crois que la seule fois où on avait atteint un tel degré, c'était peut-être après la guerre du Kippour, quand il y avait des sit-ins devant le ministère de la Défense pour réclamer la démission du ministre. Et aujourd'hui, vraiment, il s'agit d'une défiance très nette et qui... D'ailleurs, l'ancien ministre de la Défense, qui était ministre au moment des faits, Ya'alon, a dit qu'on n'avait jamais atteint ce stade de défiance. Et pourquoi c'est grave, pourquoi c'est dangereux, parce que il y a, vous voyez, un index chaque année qui est publié en Israël, c'est un index de résilience, qui explique pourquoi la société tient, malgré toutes les menaces internes, les menaces externes, pourquoi elle tient, et surtout qui explique ce paradoxe, pourquoi Israël est l'un des pays les plus optimistes au monde malgré cette menace. Eh bien, il y a deux explications à cela. La première, c'est qu'il y a une solidarité, une fraternité dans la nation israélienne qui fait cohésion. Et la deuxième explication, eh bien, c'est la foi dans les institutions. Et notamment la foi dans Tsahal, beaucoup plus que dans les institutions politiques. D'ailleurs, les gens ont de moins en moins confiance dans les politiques. Mais cette foi dans Tsahal, c'est vraiment le socle de la société. C'est elle qui explique cette résilience et cet optimisme, cette confiance dans l'avenir d'Israël. Et si aujourd'hui on la fragilise, eh bien, ça peut être très dangereux pour l'avenir d'Israël. Frédéric Chilot, on a l'impression à vous écouter ce matin que quelle que soit la décision qui sera prise, si Elor Azaria demande d'être gracié, à savoir si Reuven Rivlin l'accepte ou la rejette, on a l'impression que la situation, cette crise de confiance dont vous parlez, est un peu inextricable. Oui, là vraiment, il y a quelque chose d'assez inextricable et comme je vous dis, on a atteint vraiment les limites. Et c'est peut-être la raison pour laquelle finalement cette grâce sera sans doute bienvenue pour calmer la situation. Alors sans doute n'interviendra-t-elle pas immédiatement après l'annonce de la sentence. Aujourd'hui on connaît le verdict, on ne connaît pas encore le nombre d'années que le Azaria devra passer en prison, mais peut-être que cette grâce permettra comme le disaient certains politiques, d'apaiser les tensions. Vous savez, d'autres leaders, par exemple l'activiste du Temple, Yehuda Glick, qu'on ne peut pas suspecter d'être un furieux gauchiste, eh bien lui aussi avait condamné l'attitude d'Azaria, et aujourd'hui il ne réclame pas sa grâce, mais en revanche il réclame que sa peine soit un petit peu abrégée. Parce que là, aujourd'hui, Azaria encourt jusqu'à 20 ans de prison, c'est beaucoup. Donc sans doute, quelque chose, le président Rivlin interviendra d'une façon ou d'une autre pour calmer les tensions et rétablir cette connexion, oui, entre l'opinion publique et puis les militaires. Ici, c'est tellement difficile parce que, évidemment, la nation se retrouve dans Tsahal, et Tsahal est l'armée de la nation, qu'il faut absolument préserver ce lien. La cicatrisation risque d'être longue, Frédéric Chilot? Sans doute sera-t-elle longue parce que
vous vous rendez compte, c'est un procès fleuve. Cela dure depuis le mois de mars dernier. Le verdict a été rendu simplement hier. Donc c'est quelque chose qui, dans le temps déjà, a marqué les esprits, qui a marqué le débat public, et puis qui a été quand même un tournant même dans l'histoire d'Israël. Parce qu'on se souviendra toujours de ce procès, de cette affaire, comme celle qui a fait chuter le ministre de la Défense, Ya'alon. Ya'alon, après les critiques qu'il avait émises en mars, a été fortement critiqué dans son camp. Il a reçu aussi des menaces. Et finalement, il a été sorti du gouvernement. Aujourd'hui, Lieberman est à sa place. Et on se rappellera aussi que cette affaire a provoqué une grave crise au moment de Yom Ha'atzmaut. Rappelez-vous les discours des militaires à Yom Ha'atzmaut qui rappelaient que l'esprit de Tsahal et qu'il faut un code moral à cette armée. Cela avait là encore provoqué énormément de divisions et des polémiques. Donc, pour de multiples raisons, cette affaire va rester dans la société israélienne et puis dans la société aussi française, dans la communauté française en Israël, parce que, il faut le dire, c'est un soldat qui a la double nationalité, c'est un franco-israélien. Merci beaucoup Frédéric Chilot pour la clarté de vos explications, historienne spécialiste d'Israël et des relations internationales. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La guerre du Kippour n'aura pas lieu, aux éditions André Versailles. Merci Frédéric Chilot et à très bientôt.